Chers amis, bonjour. Vous le savez, en ce début d'année 2021, l'hebdomadaire Rivarol a fêté ses 70 ans de combat. Et pour cette occasion, a sorti un numéro spécial, le numéro 3456, que je vous recommande, très riche, et dont je vais avoir le plaisir de vous lire les pages 6 et 7, l'article de Jean Terrien, du 27 janvier 2021, intitulé La France des années 2020, bilan et prospective. En ce début de décennie covidienne et tyrannique, un bilan français s'impose. C'est ce que nous nous proposons de dresser ici. Et à partir de ce bilan politique et économique, nous ferons une analyse prospective quant à l'avenir de la France. Toute la question est de savoir si ce pays, que l'oligarchie tente de détruire par tous les moyens, s'effondrera complètement ou se relèvera. La France avant le Covid, destruction industrielle au profit de la banque. Depuis les années Mitterrand, plus précisément à partir de 1983, l'économie française a été lentement mais sûrement détruite par les gouvernements successifs suivants, notamment sur les conseils de Jacques Attali, le modèle thatchérien. La destruction du tissu industriel au profit du tertiaire et de la finance. L'instauration de l'euro en 2002, combinée au libre-échange, a achevé le processus. L'euro qui a été créé, comme l'Union européenne à l'initiative des Américains, a produit sur l'économie française les effets des plus néfastes, à savoir la désindustrialisation presque totale et la paralysie économique du pays et du reste de l'Europe, à l'exception de l'Allemagne, qui a bénéficié de cette monnaie à la taille de son économie, ce qui lui a permis, dans le cadre du marché libre, d'augmenter ses exportations au détriment des industries françaises, italiennes et espagnoles. À retrouver sur le site internet du Télégraphe, telegraph.co.uk/news, World News Europe, Euro-Federalist financed by US spy chiefs. Et à la suite de la crise financière, fin octobre 2008, l'État français a investi de pseudo-fonds propres. En réalité, il s'agissait d'un prêt sur 5 ans. Un prêt sans garantie, à hauteur de 10,5 milliards d'euros, accordé à 6 banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mutuel, Société Générale, Caisse d'Épargne, qui ne donnaient à l'État français aucun pouvoir décisionnel. À retrouver dans l'ouvrage de Frédéric Lordon, La crise de trop, chez Fayard, 2009, en pages 127 et 128. Le résultat est le suivant. Les banques que l'État aurait pu racheter à l'occasion de la crise de liquidité n'étaient nullement tenues de prêter massivement afin de relancer l'économie, ce que l'État attendait d'elles. On appelle cela la socialisation des pertes et la privatisation des gains. C'est là un des effets de la globalisation économique et de la prééminence des banquiers et leur ascendant sur les États, au point que le contribuable s'est retrouvé garant des banques lorsque celles-ci jouaient avec l'argent même des peuples dans le casino virtuel de la finance. Un véritable système de spoliation à échelle mondiale dont les Français ont pâti et qui, depuis la crise financière de 2008, a miné plus encore l'économie nationale. Crise économique, désintégration sociale et ethnicisation de la société. Le système bancaire et la logique de la dette ont conduit à une explosion des inégalités à l'échelle planétaire. En 2017, la fortune des 500 personnes les plus riches au monde atteignait 5 400 milliards de dollars, près de 2 fois le PIB de la France. Dans un rapport datant de décembre 2017 sur l'accroissement des inégalités dans le monde, l'économiste Thomas Piketty, prolongeant les tendances en cours, anticipait une contraction du patrimoine de la classe moyenne. Je cite : « Si la tendance se poursuit, la part du patrimoine des 0,1% les plus riches de la planète rejoindra celle de la classe moyenne en 2050. » À retrouver dans Le Monde, les inégalités dans le monde en hausse depuis 40 ans,
édition du 14 décembre 2017. Rapport sur les inégalités mondiales, également, aux éditions Le Seuil, 2018. L'économiste Olivier Gaucho a étudié les évolutions des salariés du privé. Il a mis en évidence qu'entre 1980 et 2007, le salaire français moyen n'a progressé que de 0,82% par an. Il a explosé pour les 0,01% les mieux payés, plus 380%. Toujours à retrouver sur le rapport sur les inégalités de Thomas Piketty, Alvaredo, Chancel, Seize et Zuckman. La France suit le chemin de la Grèce qui a été mise à genoux par la banque juive Goldman Sachs et l'Union européenne à ses ordres. Un pays où la qualité des soins régresse au point que les ménages appauvris y renoncent. Entre 2008 et 2011, les suicides en Grèce auraient augmenté de 27%. À retrouver dans l'édition de la Tribune du 3 février 2015, Grèce, les suicides ont augmenté fortement avec l'austérité. Le géographe Christophe Guilluy, à l'instar des quelques politologues et économistes honnêtes qui ne sont pas stipendiés par la haute finance, pointe du doigt le danger que fait peser la banque sur la société. Je cite : « Si le triste exemple de la Grèce illustre la rapidité avec laquelle la classe moyenne peut disparaître, il permet aussi de mesurer les risques d'un endettement incontrôlé et donc de l'emprise des banques sur les États. Le niveau d'endettement des États n'a jamais été aussi élevé. Cet endettement n'est pas virtuel. Il pèse directement sur les marges de manœuvre des États, mais aussi, in fine, sur la classe moyenne, qui a indirectement participé au sauvetage des banques en 2008. » Fin de citation. Selon Eurostat, en 2017, la dette publique par habitant était évaluée à 33 000 € en France, soit un endettement supérieur à celui des Grecs, 29 000 €. Dette publique des États en 2017. Vous pouvez également retrouver ces propos dans l'ouvrage de Christophe Guilluy, No Society, la fin de la classe moyenne occidentale, chez Flammarion, 2018, en page 64. En France, comme aux États-Unis ou en Allemagne, la logique de la dette, l'appauvrissement massif et l'érosion de la classe moyenne conduisent aux mêmes effets de désintégration sociale. Cette désintégration, accélérée par les mouvements migratoires, qui procèdent du même système corrélé à celui de la dette, le libre-échangisme planétaire, augmente les tensions raciales, que ce soit dans le modèle de société communautariste à l'anglo-saxonne ou dans le modèle assimilationniste, universaliste à la française. Ce processus, constate Christophe Guilluy, mène aux mêmes circonstances qu'il faut toutefois distinguer des causes. Je cite : « De Los Angeles à Paris, de Malmö à Londres, les mêmes émeutes urbaines, les mêmes tensions raciales, le même processus de partition. Cet échec est généralement attribué à l'idéologie du multiculturalisme à l'islam, au communautarisme. S'il est vrai que tous ces éléments participent à l'implosion des modèles préexistants, ils n'en sont pas la cause. Ces idéologies s'imposent avec d'autant plus de facilité que les conditions du processus d'intégration-assimilation ne sont plus réunies. La première des conditions, nous l'avons vu, est l'incarnation des modèles d'intégration par une catégorie majoritaire et référence en rôle occupé hier par l'ancienne classe moyenne. Toujours à retrouver dans l'ouvrage de Christophe Guilluy. Guilluy pointe également du doigt l'hypocrisie de la classe dominante qui déplore l'inefficacité du modèle d'intégration à la française, alors qu'elle en facilite la désintégration par la destruction économique de la classe moyenne qui assurait la stabilité sociale. La classe dominante pousse sciemment la société vers la balkanisation, tout en utilisant les populations immigrées des banlieues comme domestiques et en instrumentalisant la question ethnique. Je cite : « Dans l'ensemble des pays développés, la classe dominante, dont la feuille de route exige de réduire la voilure de l'État-providence, se repose paradoxalement sur des catégories encore protégées des effets de la mondialisation
et à la marge sur les minorités précarisées pour déployer les normes de l'économie monde. Captif pour le moment, l'électorat âgé ne soutiendra pas éternellement un système qui le fragilise. C'est pourquoi les classes dominantes occidentales font le pari risqué de l'émergence d'un électorat plus jeune et en forte croissance, celui des immigrés. Cette stratégie électorale, adoptée par les partis de gauche en Europe et par les démocrates aux États-Unis, est très fragile également. Les intérêts de cet électorat populaire et précaire sont très éloignés de ceux d'une classe dominante acquise à un modèle qui restreint les salaires des gens modestes en imposant des réformes sociétales pour le moins décalées avec l'attachement de ces catégories aux valeurs traditionnelles. La stratégie électorale des classes dominantes vise à réduire ce grand écart idéologique par l'ethnicisation à outrance des rapports sociaux, la mise en avant du racisme des classes populaires traditionnelles et le risque de l'avènement d'un régime totalitaire et ou fasciste. En France, l'électorat des banlieues est aujourd'hui largement indifférent et pour les plus jeunes habitants souvent très hostile aux partis de gauche. Aux États-Unis, les candidats démocrates attirent de plus en plus difficilement les minorités, notamment les Noirs. Ces minorités sont de plus en plus conscientes et éduquées. Elles se laissent de moins en moins manipuler par des discours caricaturaux et paternalistes tenus par une bourgeoisie dont le seul objectif est de maintenir sa position de classe. En Europe comme aux États-Unis, l'indigénat, c'est terminé. Citation également à retrouver dans l'ouvrage de Christophe Guilluy, en pages 111 et 112. Les Gilets jaunes et la dictature oligarchique. Ces processus d'appauvrissement et de désintégration sociale ont directement conduit au soulèvement des Gilets jaunes. Le mouvement, soutenu à ses débuts par une écrasante majorité de Français, 84%, a cristallisé toutes les colères du peuple envers le système politique et l'oligarchie. À retrouver sur le site internet de franceinfo.fr, rubrique économie, transport, Gilets jaunes, le soutien des Français au mouvement gagne 7 points, malgré les annonces d'Emmanuel Macron sur l'écologie, selon un sondage. Ainsi que l'ont relevé nombre d'analystes, les Gilets jaunes sont la démonstration que le clivage gauche-droite est dépassé. Il laisse place au clivage peuple-oligarchie. Le politologue Jérôme Fourquet l'a également admis. Je cite : « La société française, dont le métabolisme a été historiquement régulé par le clivage gauche-droite, semble se reconfigurer autour de l'opposition haut contre bas, ou, pour le dire autrement, autour d'un clivage de classe subitement réactivé. » À retrouver dans l'ouvrage de Jérôme Fourquet, L'archipel français, aux éditions du Seuil, 2019, en page 352. Et les ennemis du peuple français ne s'y sont pas trompés. Dans un tweet du 17 novembre 2018, Bernard-Henri Lévy a qualifié le mouvement Gilets jaunes de poujadiste, avant d'ajouter, je cite, « échec d'un mouvement qu'on nous annonçait massif, irresponsabilité des chaînes d'infos qui attisent et dramatisent, soutien à Macron, à son combat contre les populismes et à la fiscalité écolo. » Le lendemain, il tweetait « Je ne vais pas vous parler d'antisémitisme ni du torrent de haine qui se déverse sur Internet et qui, parmi d'autres, me vise parfois. J'aimerais vous parler de ce qui s'est passé hier dans notre pays, de la République, des Gilets jaunes. Il s'est passé hier quelque chose de très important, parce qu'un mouvement est inorganisé, auto-organisé, sans chef, il serait sans lendemain, sans identité politique ? Je ne crois pas. S'est produit hier un événement politique majeur. Dans ce qui est en train de se lever en France, il y a de la détresse, de la souffrance, mais aussi de la colère. Noble et belle cette colère, ou passion triste ? Relire Descartes, Spinoza, et écoutons les Gilets jaunes. Et il déclarait sur Europe 1, « On ne peut malheureusement pas dire que l'antisémitisme est aux marges du mouvement, c'est le cœur du mouvement. »
À retrouver sur le site internet lefigaro.fr, Flash Actu du 18 février 2019, Gilets jaunes, l'antisémitisme est au cœur du mouvement BHL. Le Bnei Brit France, en panique également, tweetait le 24 novembre 2018 « Ce climat insurrectionnel virant au chaos avec ses relents nationalistes, racistes et antisémites engage la responsabilité des apprentis sorciers populistes qui soufflent sur les braises pour incendier la République. Attention, danger !» En pleine crise de régime, l'oligarchie apeurée a engagé l'abolition de la démocratie, ou plutôt de la légitimité du peuple. Fin du théâtre démocratique et instauration d'une dictature policière. La crise de ce régime s'accompagne naturellement d'une crise de la démocratie, puisque celle-ci est une des croyances sur lesquelles s'appuie la République. Mais loin d'être le pouvoir du peuple, la démocratie est une chimère. C'est ce que l'helléniste Jacques Cazot souligna dans son introduction à La République de Platon, dont il fit une traduction. La démocratie fait illusion. Transposée d'un antique idéal grec, jamais atteint en Grèce, déjà, elle perd tout sens à l'échelle de 55 millions d'individus. Mais surtout, elle débouche fatalement sur la tyrannie. À retrouver dans l'ouvrage La République de Platon, traduction nouvelle, introduction, notices et notes de Jacques Cazot, 1995, le livre de poche, introduction, page 6. L'illusion démocratique a été notamment en France imposée au peuple contre sa volonté. En effet, lors des élections de février 1871, l'année suivant l'établissement de la Troisième République, les Français élisent une majorité de députés monarchistes. Les républicains ne finissent par obtenir la majorité à la Chambre qu'en 1876 et 1877, et au Sénat en 1879. Et ce, avec une célérité tout à fait surprenante. Voir Christophe Prochasson, Histoire de l'extrême droite en France, sous la direction de Michel Vinocq, aux éditions du Seuil, 2015, page 52. La religion de la démocratie est d'ailleurs revendiquée par les grands idéologues de la République eux-mêmes. À l'instar de Ferdinand Buisson, 1841-1932, président de la Ligue de l'enseignement, de 1902 à 1906, directeur de l'enseignement primaire, de 1879 à 1896, président de la commission parlementaire chargée de la séparation des églises et de l'État en 1905, protestant et franc-maçon, qui a formalisé définitivement la religion de la République. Son digne héritier, Vincent Peillon, écrira d'ailleurs à ce propos « La religion de Buisson est d'abord une religion démocratique. Buisson s'est toujours servi du masque de la religion pour séduire les masses, pour les convaincre de choisir la démocratie qu'elle n'aurait jamais choisie si elle n'avait été aussi abusée. » Ainsi abusée, À retrouver dans l'ouvrage de Vincent Peillon, Une religion pour la République, aux éditions du Seuil, 2010, en page 196. Mais lorsque le peuple ne consent plus à l'asservissement, lorsqu'il ne croit plus en la superstition de la démocratie, la République sort la matraque et le flashball. Dans ce contexte, l'oligarchie, c'est-à-dire les 1%, à laquelle est rattaché 20 à 25% de la population, la bourgeoisie bénéficiaire du système de la globalisation, est consciente du danger réel, physique. Raison pour laquelle quelqu'un comme Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, appelait dans les débuts du mouvement des Gilets jaunes, le 7 janvier 2019 à la suite de l'acte 8, les policiers à se servir de leurs armes contre les manifestants. Pris de panique, il appelait également à une intervention de l'armée. Je cite « On ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin aux violences. Quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier, qu'ils se servent de leurs armes une bonne fois pour toutes. Écoutez, ça suffit. Il y a un moment où ces espèces de nervis d'extrême droite
ou d'extrême gauche, ou des quartiers qui viennent tabasser des policiers, ça suffit. On a, je crois, la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Faut dire les choses comme elles sont. À retrouver sur le site de francesoir.fr, rubrique Politique France, Luc Ferry, appel à tirer sur les manifestants, gilets jaunes et intervention de l'armée. D'ailleurs, le 30 juin 2011, le pouvoir exécutif avait passé un décret autorisant les représentants de l'État, les fonctionnaires et les militaires, à tirer à balles réelles sur la population pour le maintien de l'ordre public. Après la décomposition sociale, la recomposition combative. Les Gilets jaunes n'ont pas gagné la guerre politique, mais ils ont remporté la bataille culturelle. La France majoritaire, représentée par les Gilets jaunes, n'est plus sous le contrôle culturel de l'élite minoritaire qui a fait sécession. Le mouvement des Gilets jaunes témoigne au contraire de la pression culturelle qu'exerce la France majoritaire sur l'oligarchie qui se trouve dès lors sur la défensive. Dans ce sens, le géographe Christophe Guilluy écrivait « L'hyperélite sait désormais que la décomposition de la classe moyenne occidentale a fait émerger un monde des périphéries qui ne disparaîtra pas, au contraire. Si la classe médiatique et académique a surjoué l'optimisme en présentant la victoire de Macron comme la preuve d'un reflux de la vague populiste, les élites savent au fond que nous ne sommes qu'au début de la recomposition des rapports de force sociaux et politiques. La réalité est qu'à chaque élection, cela a été le cas aussi en France, le vote populiste augmente inexorablement. Quand elles trouvent leur champion, les classes populaires peuvent faire basculer l'échiquier. Si la France périphérique n'a pas encore trouvé son représentant, les conditions du basculement sont réunies. La poursuite du processus historique de sortie de la classe moyenne fragilise chaque jour un monde d'en haut de plus en plus fébrile. À retrouver dans l'ouvrage de Christophe Guilluy, No Society, la fin de la classe moyenne occidentale, chez Flammarion, 2018, aux pages 40 et 41. L'évolution socio-économique de l'Occident, et de la France en particulier, a donné naissance à une nouvelle structuration sociale. Les nouvelles classes populaires, anciennement moyennes, contre la nouvelle bourgeoisie, concentrée dans les métropoles, qui soutient le modèle de l'hyperclasse. La victoire de Macron n'a été permise que par la faiblesse et la division du monde d'en bas, les fonctionnaires et les retraités qui ont voté pour Macron, mais l'édifice est très fragile car il repose sur des majorités de circonstances qui nécessitent non seulement l'adhésion des protégés, mais aussi la manipulation des minorités. Toujours à retrouver dans l'ouvrage de Christophe Guilluy, en page 110. La Covid, aggravateur des tendances en cours. La Covid est apparue comme une rupture historique. Il s'agit certes d'un bouleversement, mais d'un bouleversement politiquement orchestré à l'échelle mondiale, puisque le virus n'est pour rien dans le délire collectif planétaire. Le confinement et tout ce qui s'en est suivi résultent de décisions politiques, dictées en haut lieu. D'un autre point de vue, la Covid, notamment en France, n'a fait qu'aggraver les tendances décrites précédemment. C'est un formidable prétexte pour appauvrir plus encore la population et instaurer une dictature dont aurait rêvé n'importe quel tyran. En même temps, la Covid accentue la colère populaire. Et si les Gilets jaunes étaient essentiellement composés de la strate des salaires situés entre 1000 et 1500 euros, la destruction contrôlée de l'économie grossira les rangs des révoltés. À moins que les Français ne se résignent et n'acceptent leur réduction en esclavage. L'avenir sera violent. Jérôme Fourquet expliquait lors d'une interview accordée au journal Le Parisien, le 18 août 2019, que la révolte n'était pas terminée. Je cite, « L'incendie est maîtrisé, mais les braises sont toujours là. Nous sommes face à une situation hautement instable. C'est le propre de ces périodes. Une étincelle peut mettre le feu aux poudres, ça ne sera pas forcément où on l'attend, cela peut très bien ne pas arriver,
Mais nous sommes bien dans un contexte de tension accumulée. Et pour l'instant, elle ne s'évacue pas. La société est assez fragmentée, éclatée. Les sujets potentiellement irritants sont différents en fonction des secteurs. Et puis l'idée s'est installée qu'il faut parfois un certain degré de violence ou de conflictualité pour obtenir gain de cause. Les gens se disent « il a fallu que l'on casse pour avoir 12 milliards d'euros ». Cela restera l'un des enseignements de la crise des Gilets jaunes. La violence n'est plus disqualifiée d'emblée. Pour une partie de la population, cela fait partie des modes d'action recevables. D'autant qu'une chose lie les différentes îles de cet archipel français, la très forte défiance vis-à-vis du sommet. À retrouver sur le site leparisien.fr, rubrique politique, Gilets jaunes, une étincelle peut mettre le feu aux poudres, prévient Jérôme Fourquet, du 18 août 2019. Le confinement, la fermeture des commerces, la destruction de l'économie, la volonté d'imposer la vaccination, les mesures folles ne font qu'augmenter de façon exponentielle la défiance et même la haine vis-à-vis du sommet. Nous avons évoqué le 6 janvier dernier, dans les colonnes de Rivarol, la dimension juridique de la violence, plus particulièrement le monopole de la violence physique légitime, en référence à Max Weber. Or, aujourd'hui, la haute bourgeoisie cosmopolite, qui prônait durant mai 68 l'interdiction d'interdire, s'est emparée de l'État et par suite de cette violence légitime. Or, ce que Weber appelait la violence légitime, et qui est fondée sur la définition de Thomas Hobbes, est traditionnellement exercée par une instance supérieure, à savoir l'État, pour maintenir ou instaurer la paix dans la société. À retrouver dans l'ouvrage de Thomas Hobbes, Le Léviathan, 1651. Mais ce à quoi fait face le peuple français aujourd'hui n'est pas une violence pacificatrice. Il s'agit d'une forme de guerre privée menée par une oligarchie contre la majorité avec les moyens de l'État, mettant ainsi en place les conditions d'une éventuelle guerre civile. Cet angle d'analyse nous permet de saisir ces propos tenus par le milliardaire juif BHL. Je cite « Les slogans antisémites sont l'aboutissement de la violence contre les journalistes, contre les policiers, contre la représentation nationale qui a commencé dès le premier acte de ce mouvement. » À retrouver sur le site internet lefigaro.fr, rubrique Flash Actu du 18 février 2019, Gilets jaunes, l'antisémitisme est au cœur du mouvement. Il s'agit ici de délégitimer la violence défensive du peuple en légitimant la violence de la police aux ordres de l'oligarchie. Tout est dans ce contexte une question de légitimité. Dans son ouvrage « Réflexions sur la violence » de 1908, le sociologue et philosophe français Georges Sorel, 1847-1922, offre une autre clé de compréhension de l'attitude des propos de BHL et du reste de sa caste. Je cite « On éprouve beaucoup de peine à comprendre la violence prolétarienne quand on essaie de raisonner au moyen des idées que la philosophie bourgeoise a répandues dans le monde. Suivant cette philosophie, la violence serait un reste de la barbarie et elle serait appelée à disparaître sous l'influence du progrès des Lumières. Il est donc tout naturel que Jaurès, nourri d'idéologie bourgeoise, ait un profond mépris pour les gens qui vantent la violence prolétarienne. Il s'étonne de voir des socialistes instruits marcher d'accord avec les syndicalistes. Il se demande par quel prodige de mauvaise foi des hommes qui ont fait leurs preuves comme penseurs peuvent accumuler des sophismes en vue de donner une apparence raisonnable aux rêveries de personnages grossiers qui ne pensent pas. Il paraît que c'est en ces termes que l'on parle du mouvement prolétarien dans le beau monde du socialisme raffiné. Cette question tourmente fort les amis de Jaurès, qui traitent volontiers de démagogues les représentants de la nouvelle école, et les accusent de chercher les applaudissements de masses impulsives. Et il poursuit avec un constat et une analyse qui sied à la situation de la période actuelle. Les socialistes parlementaires ne peuvent comprendre les fins que poursuit la nouvelle école.
il se figure que tout le socialisme se ramène à la recherche des moyens d'arriver au pouvoir. Les gens de la nouvelle école voudraient-ils par hasard faire de la surenchère pour capter la confiance de naïfs électeurs et subtiliser les sièges aux socialistes nantis? L'apologie de la violence pourrait encore avoir un très fâcheux résultat en dégoûtant les ouvriers de la politique électorale, ce qui tiendrait à faire perdre leur chance aux candidats socialistes en multipliant les abstentions. Fin de citation. À retrouver dans l'ouvrage de Georges Sorel, Réflexions sur la violence, chapitre 2, La décadence bourgeoise et la violence, 1908. On ne peut pas parler aujourd'hui d'une lutte des classes au sens marxiste, classe ouvrière contre bourgeoisie. Nous assistons à une lutte plus large opposant la France périphérique, qui est la France majoritaire, 60%, contre une oligarchie, 1%, alliée à la bourgeoisie des grandes villes, 20 à 25% de la population. En effet, un an après l'élection d'Emmanuel Macron, 59% des cadres se disaient satisfaits contre seulement 34% des ouvriers, soit un écart de 25 points. Ce différentiel n'était que de 9 points à la même période de son quinquennat pour François Hollande et d'1 point pour Nicolas Sarkozy. Le terme de la première année du mandat d'Emmanuel Macron a été marqué, souligne Jérôme Fourquet, par le retour en force d'un autre clivage de classe que d'aucuns croyaient totalement dépassé. Ainsi, alors que l'affrontement horizontal entre gauche et droite perd en lisibilité, l'antagonisme vertical entre la base et le sommet de la société a été politiquement réactivé lors de ce quinquennat, comme en témoignera spectaculairement la crise des Gilets jaunes. À retrouver dans l'ouvrage de Jérôme Fourquet, L'archipel français aux éditions du Seuil, 2019, en page 362. Dans ce contexte, la violence politique a subitement ressurgi en France, mais sous une forme nouvelle, à la frontière de la guerre privée et de la lutte des classes. L'avenir sera sombre et violent, mais le dénouement pourrait être, espérons-le, plus heureux. Un article de Jean Terrien, extrait du numéro pour le 70e anniversaire, numéro 3456, du 27 janvier 2021, de Rivarol bien sûr. Chers amis, à très bientôt.